Chers élèves, bonjour. Nous continuons aujourd'hui le chapitre 13 sur mer et océan dans le cadre de la mondialisation, avec cette deuxième séance qui sera un petit peu différente puisque je vais vous accompagner dans la réalisation d'un certain nombre d'exercices. Nous allons découvrir ensemble des documents, des vidéos et vous répondrez à quelques questions sur votre cahier. À la fin de cette vidéo, je vous indiquerai le travail à faire pour la semaine prochaine, le cours du lundi 25 mai. Mais en attendant, je vous laisse prendre de quoi écrire. Prenez également votre manuel, vous l'ouvrez page 282. Si jamais vous ne l'aviez pas, ce n'est pas très grave puisqu'à l'exception du premier document, tous les autres seront diffusés dans le cadre de cette vidéo. Vous pouvez donc suivre le cours sans problème. À tout de suite. Voilà, votre manuel est ouvert page 282-283. C'est le début d'un dossier qui est consacré à la 3e compagnie maritime mondiale. C'est une compagnie française qui s'appelle la CMA-CGM. Nous l'avons vu un petit peu hier lorsque nous avons suivi l'un de ces porte-containers qui s'appelle le Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, pour être précise. Alors, nous n'allons pas répondre à l'ensemble des questions de ce dossier qui fait 4 pages, mais examiner ensemble certains documents, ce sont des cartes, afin d'en tirer des notions que nous n'avions pas étudiées hier. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et noter les informations suivantes sur votre cahier. Vous avez ici le titre du dossier, les numéros des pages correspondantes, ainsi que les 3 points que nous allons examiner d'un peu plus près aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une compagnie maritime ? Nous verrons l'exemple du porte-container géant, le Bougainville, et enfin, ses routes maritimes et la notion de hub maritime. Alors, page 282, vous avez la définition d'une compagnie maritime. C'est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises sur la mer et les océans. Si vous êtes par exemple une entreprise chinoise qui fabrique des fours à micro-ondes, vous êtes spécialisé dans le petit électroménager, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire pour aller transporter vos produits aux 4 coins du monde. Et à ce moment-là, vous faites appel à une compagnie maritime puisque nous avons vu hier que c'était le moyen le plus économique, le plus compétitif pour acheminer des produits sur des longues distances. Alors, j'attire votre attention sur le document 1, page 284. Mettez la vidéo sur pause et prenez quelques minutes pour l'étudier. J'attire votre attention sur le fait que non seulement la CMA-CGM possède plusieurs centaines de navires, dont 14 porte-conteneurs géants, mais elle a des filiales qui acheminent les containers sur terre via des camions et des trains et sur les voies fluviales au moyen de barges. Ce sont des bateaux à fond plat qui naviguent sur les fleuves. La compagnie maritime exploite donc parfaitement l'intermodalité des containers, cette notion que nous avons découverte hier. Je voudrais maintenant que vous observiez le document 4, page 283. Je l'ai reproduit sur cette diapositive. Sur votre cahier, recopiez le titre du document et répondez à la question écrite ici. Au départ du port de Tianjin, quels sont les ports, les océans et les passages stratégiques traversés par le Bougainville au cours de son trajet entre l'Asie et l'Europe? Cette notion de passage stratégique est très importante. Nous avons vu hier ce qu'était un détroit, nous avons vu les 2 canaux creusés par l'homme pour faciliter le trafic maritime, le canal de Suez et le canal de Panama. Je vous définis maintenant ce qu'est un passage stratégique. Un passage stratégique, c'est un passage obligé qui, s'il était fermé, mettrait en péril la navigation marchande mondiale. Par exemple, par le détroit de Malacca, en Asie, passent les navires marchands qui relient 2 pôles de la triade, l'Asie orientale et l'Europe de l'Ouest. Il est parcouru par environ 75 000 navires par an et la moitié du pétrole brut passe par ce détroit. Si jamais il venait à fermer, ce serait une catastrophe mondiale. Je vous laisse découvrir le Bougainville en images, puis vous mettrez la vidéo sur pause pour étudier la carte et répondre à la question posée sur sa route maritime. Vu du ciel, le Bougainville est un mastodonte, mais c'est à quai qu'on prend vraiment la mesure du porte-container.
Quand on arrive ici, on est saisi par le gigantisme, l'ancre, les cordes, tout est immense. Rien que pour aller au bout du bâtiment, c'est comme si on montait en haut de la tour Eiffel et qu'il fallait encore faire 70 mètres pour atteindre les 398 mètres de longueur du bateau. Le Bougainville, c'est un millefeuille. 11 couches de containers en cale et puis de nouveau 11 couches à l'air libre. C'est comme si l'on rentrait dans un immeuble de 12 étages. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Merci. Une folie des grandeurs que l'on retrouve aussi dans la salle des machines. La puissance des moteurs équivaut à 10 réacteurs d'avion. La consommation de gasoil est à l'échelle. On va arriver à une centaine de tonnes par jour, ce qui va représenter, ça nous permet de faire à peu près 800 km. Donc en gros, il faut 2 camions-citernes par jour. À peu près. Le transport maritime reste pourtant beaucoup moins polluant que l'avion, le camion ou le train. Un transport économe en hommes aussi. Seuls 26 membres d'équipage sont à bord du Bougainville. C'est quand on arrive ici sur la passerelle qu'on prend vraiment en compte l'ampleur de ce bâtiment. Avec ses 17 722 conteneurs, en moyenne ils font 35 mètres cubes. C'est comme si on déménageait 17 722 appartements. Mis bout à bout, chacun de ces conteneurs, on arriverait à une distance de 109 km. Et en haut ici de la passerelle, on domine l'océan, on domine la mer. Tout est absolument hors norme. Ce soir, le Bougainville a quitté Le Havre, chargé de meubles, de minerais, de luzerne pour Abu Dhabi ou encore de foie gras et de champagne pour le Noël des Asiatiques, une Asie qu'il rejoindra dans 5 semaines. J'ai écrit ici la réponse que je vous propose. J'attire votre attention sur le fait que lorsque vous devez rédiger une réponse sous forme d'énumération, ça peut être parfois un peu délicat pour que cette réponse ne soit pas une succession de mots un peu interminables. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai d'abord écrit une petite phrase d'introduction et ensuite j'ai suivi le navire d'océan en passage stratégique. Pour ne pas surcharger la description, j'ai choisi de citer les ports dans une phrase différente. Je vous laisse mettre de nouveau cette vidéo sur pause et comparer ma réponse à la vôtre. N'oubliez pas que l'autocorrection est l'un des meilleurs moyens de vous améliorer. Le document que nous allons regarder ensemble est encore une carte. Elle est au bas de la page 284, c'est le document 3. Je l'ai également mise à l'écran. Un hub est un port qui redistribue les marchandises des routes maritimes mondiales vers les routes régionales, qui sont ponctuées de ports plus petits. En mer Méditerranée, le hub de la compagnie maritime CMA-CGM est situé sur l'île de Malte. Le port de l'île est équipé pour recevoir les plus grands navires du monde. Ils peuvent donc y décharger et y charger leur cargaison en quelques heures. Dans votre cahier, je vous demande de recopier la définition d'un hub qui se trouve page 285 et de répondre aux questions posées sur cette diapositive, enfin 2 questions. Pouvez-vous citer 3 routes régionales au départ du hub de Malte? Et deuxièmement, quel est l'intérêt de ce hub? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, on se retrouve quand vous avez terminé. Et voilà les 2 réponses que je vous suggère. Là encore, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour vous autocorriger. Nous étudions maintenant le dernier document de ce cours, enfin de cette séance. C'est la carte du réseau des routes maritimes au niveau mondial de la CMA-CGM. C'est le document 4, page 285. Je ne vais pas vous demander de répondre à des questions sur votre cahier, mais je voudrais que vous repériez sur cette carte un certain nombre d'éléments. Observez bien cette carte et cherchez les passages stratégiques. Vous devez en trouver 5. Ensuite, cherchez les hubs. La compagnie maritime en possède également 5 à travers le monde. Puis, repérez la triade telle que nous l'avons définie hier, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Enfin, suivez la principale route maritime mondiale, vous verrez qu'elle traverse les 3 océans et relie la triade, et suivez aussi d'autres routes régulières moins fréquentées, par exemple celle qui relie l'Australie au reste du monde ou encore celle qui passe par le Cap, en Afrique du Sud. Je vous propose maintenant de regarder 2 vidéos.
Nous aurions pu le faire ensemble dans une salle de classe, je vous les aurais montrés. Là, on va le faire par le biais de YouTube, mais ça marche très bien aussi. La première est un extrait d'une émission de grande qualité qui s'appelle Thalassa, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une émission qui revient régulièrement et qui examine la mer sous toutes ses facettes, tous les aspects de ce qui concerne la mer et les océans. Dans cet extrait, vous allez suivre le trafic maritime mondial. C'est un récapitulatif de ce qu'on a vu hier et aujourd'hui et de choses que nous verrons dans le prochain cours. Cela ne dure que 4 minutes, mais comme le reportage date de 2015, 2 chiffres ont besoin d'être actualisés. Ces chiffres, vous les avez vus hier, je vous les rappelle. Le premier, c'est que le transport maritime représente 90% du transport commercial mondial et non pas 80 comme c'était le cas en 2015. Et le deuxième, c'est que le volume de marchandises transportées par la mer approche les 11 milliards de tonnes. Bonne vidéo. Rarement dans les titres de l'actualité, le transport maritime est pourtant un marché gigantesque et un pilier indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 80% du commerce mondial en volume est assuré par le transport maritime, ce qui signifie qu'une grande partie de ce que nous consommons a transité par la mer. Ainsi, en 2013, 9,5 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par navire. Alors comment expliquer cette domination de la voie maritime sur le transport de marchandises alors qu'il ne s'agit pas du mode de transport le plus rapide? Si on prend un exemple, pour relier la Chine à la Belgique, il faut entre 30 et 40 jours en cargo, une vingtaine de jours en train et 1 jour en avion. En fait, si le transport maritime est aujourd'hui privilégié, c'est tout d'abord parce qu'il est très facile de circuler sur les mers. Le principe de libre navigation sur les mers et les océans est un principe ancien, garanti par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, ratifiée par environ 170 États au 1er janvier 2015, et cette convention énonce la liberté de circulation des navires commerciaux sur tous les espaces maritimes tant qu'ils sont inoffensifs. Cette liberté est renforcée par le faible nombre d'obstacles rencontrés en mer, à la différence par exemple du relief pour les routes terrestres, et l'absence d'infrastructures nécessaires à la navigation elle-même. À cela s'ajoutent des innovations techniques comme l'invention du container, une boîte pouvant transporter tout type de marchandises, y compris des produits frais, et dont le format est standard. Elle peut être facilement empilée, déchargée, passer d'un mode de transport à un autre. Et puis il y a aussi la spécialisation des navires qui a entraîné des gains de productivité. Les 3 principaux types de navires sont les vraquiers, qui transportent notamment des céréales, des minerais, les gaziers et les pétroliers, et pour finir les porte-containers. Enfin, on a vu une augmentation considérable de la taille des navires et de leur capacité, car l'immensité des espaces maritimes le permet. Vous voyez ici l'évolution depuis les années 1950 de la taille des porte-containers traversant le canal de Panama, et le MSC Zoé, l'un des plus gros porte-containers en circulation en 2015, fait 395 mètres de long, soit l'équivalent de 4 terrains de football, et plus grand que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la capacité de transport d'un porte-container représente en moyenne l'équivalent de 18 000 wagons de train ou près de 1000 Airbus A380. Alors transporter un grand volume de marchandises d'un coup, cela permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Ainsi, pour une télévision à 1 000 $ transportée par la mer entre la Chine et l'Europe, seuls 10 $ en moyenne correspondent au coût du transport. Cette évolution de la taille des navires a un impact sur les infrastructures maritimes. À Panama, des travaux d'agrandissement du canal ont été engagés afin de permettre le passage de navires de plus en plus gros. Les ports se sont aussi adaptés pour accueillir ces géants des mers. Ils se développent en dehors des villes, sur de grandes étendues et constituent des entités autonomes. Vous voyez sur cette carte les premiers ports à containers en 2013, celui de Singapour, le deuxième de ce classement,
s'étend sur près de 100 km², soit à peu près la superficie de la ville de Paris. Et en permettant le transport des marchandises à faible coût, le secteur maritime est sans conteste un pilier de la mondialisation. La deuxième vidéo que nous allons regarder ensemble, c'est un reportage qui a été diffusé en 2013 sur l'un des porte-containers géants de la CMA-CGM qui s'appelle le Jules Verne. Alors c'était à l'époque le plus grand porte-container du monde, ce n'est plus le cas actuellement, mais j'ai quand même trouvé ce reportage très court, il fait quelques minutes, particulièrement intéressant puisque vous allez monter à bord d'un de ces géants des mers et passer avec lui le canal de Suez, vous allez passer par Malte et continuer la route jusqu'en Europe du Nord. Alors bon voyage sur le Jules Verne et à tout à l'heure. 396 mètres de long, 53 mètres de large, voici le Jules Verne, le plus gros porte-conteneurs du monde. Il pourrait transporter dans ses énormes cales la Tour Eiffel ou 5 Airbus A380. Embarquement sur la mer Rouge, à bord de ce géant des mers. À partir d'ici, il faut monter 50 mètres pour arriver jusqu'au sommet du bateau, l'équivalent d'un immeuble de près de 20 étages. Le point le plus haut, c'est ce qu'on appelle la passerelle. Une vue imprenable, mais surtout le poste du commandant. Ce matin, il est soucieux. Car le bateau, parti il y a un mois de Corée, s'engage pour la première fois dans un passage mythique, le canal de Suez. Vous avez vu qu'on a du vent qui soulève du sable. Ça a réduit la visibilité à... On a un peu plus d'1 mille. C'est risqué du coup à gérer? Non, c'est pas risqué, mais ça demande de l'attention. Faut pas s'écarter du chemin. Lorsqu'on navigue au milieu du désert, aucune erreur de trajectoire n'est permise. Un écart de seulement 20 mètres et le bateau s'échouerait. Un danger permanent pour ce navire qui a besoin de 3 km pour s'arrêter. Et l'équipage est d'autant plus prudent que l'enjeu économique est énorme. Le bateau transporte environ un demi-milliard d'euros de marchandises. Principalement des biens manufacturés exportés d'Asie vers l'Europe. Donc ça veut dire du matériel ici, des biens de grande consommation, des vêtements, des bicyclettes par exemple, et aussi des biens industriels pour la production en Europe. Ça a été chargé dans quel port? Un peu partout, à Shanghai, dans les différents ports chinois, mais aussi en Malaisie. Une cargaison dont la majeure partie est invisible depuis l'extérieur. Pour la trouver, il faut aller sous le niveau de l'eau. Alors nous sommes dans une cale, là, à l'intérieur de la coque du navire. C'est vraiment gigantesque. On peut charger 11 hauteurs de conteneurs, comme vous pouvez le voir, donc l'équivalent de 11 étages. Plus 9 autres étages en surface. Au total, 16 000 conteneurs. Un bateau gigantesque, car il a été commandé en 2007, avant la crise. Depuis, les échanges internationaux ont connu un sérieux coup de frein. Mais le propriétaire du bateau affirme s'y retrouver. Avec ce navire, il transporte plus de marchandises en dépensant autant de fioul que pour un bateau plus petit. Pour un trajet, cela représente tout de même 9000 tonnes de fioul, environ 250 000 pleins pour une voiture. Le tout à une vitesse soutenue. Le bateau avance actuellement à 24 nœuds, soit près de 45 km/h. Pour atteindre cette vitesse, l'hélice effectue près d'une centaine de tours chaque minute. Et pour faire tourner cette hélice, un moteur hors norme. Un diesel aussi puissant que 1100 voitures. Il y a aussi cette centrale électrique qui pourrait satisfaire les besoins d'une ville de 16 000 habitants. Mais combien sont-ils à travailler dans cette usine flottante? Seulement 28, 8 Français et 20 Philippins. Deux groupes qui prennent leur dîner séparément et qui occupent leur temps de façon très différente. Les Français retournent vite dans leur cabine. Avec la chambre à coucher, un peu plus d'affaires personnelles et une cabine de toilette. Eux ne passent jamais plus de 3 mois consécutifs en mer. Pour les Philippins, cela peut aller jusqu'à 9 mois. Alors il faut se recréer un chez-soi, autour de la télé par exemple. C'est considéré comme un bon job, car on peut gagner pas mal d'argent ici. Combien ? Ça peut aller jusqu'à 1 500 euros. C'est beaucoup pour les Philippines, parce qu'un euro chez nous, c'est déjà énorme. Un métier qui leur laisse aussi plein de temps pour leur activité favorite, le karaoké.
lendemain matin, l'escale suivante est en vue, Malte. Une douzaine d'heures pour décharger et recharger 1400 conteneurs. Le Jules Verne poursuivra ensuite sa route vers l'Europe du Nord avant de repartir vers l'Asie. Une rotation qu'il effectuera 4 fois par an. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, vous devez trouver les définitions des mots indiqués sur l'écran et les recopier sur votre cahier en mettant la vidéo sur pause, comme d'habitude. Je vous demande aussi pour la semaine prochaine, et vous pouvez commencer dès maintenant, d'étudier le dossier page 288-289 sur la façade maritime d'Asie-Pacifique, qui est l'une des 3 zones de la triade. Vous répondrez sur votre cahier aux questions 1 à 5. Lisez bien les définitions de la page 289 et pour la question numéro 5, vous pouvez recopier le schéma qui est sur le livre ou alors l'imprimer en allant sur atier-clic.fr et vous tapez dans la barre de recherche les références HG 4087. Vous les avez d'ailleurs dans votre manuel. Vous tomberez alors sur ce que vous avez à l'écran et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer pour le compléter. N'oubliez pas de donner un titre à votre schéma, de bien lire la légende et de vous aider du coup de pouce ainsi que de la méthode du croquis en géographie qui vous est donnée page 196-197. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et vous dis à lundi prochain.